Cet homme s'appelle Joe. Il est officier de police de Los Angeles et parce qu'il a été confronté à un problème juridique, Joe doit maintenant être transféré à la division du dispatch des services d'urgence. Cet après-midi-là, Joe est très occupé à recevoir de nombreux appels d'urgence des usagers. If you give me your address. No. True? Le premier jour de son travail en tant qu'agent du dispatch du service des urgences, Joe est épuisé à force de recevoir les appels qui sonnent chaque minute. Mais il n'y avait pas que lui. Tous ses collègues présents dans la salle ont été également submergés par les appels et même son propre patron n'a pas cessé d'en recevoir. À ce moment, Joe se rend finalement compte que son travail d'opérateur des services d'urgence est très difficile. De plus, la ville de Los Angeles est l'une des villes où le taux de criminalité est le plus élevé des États-Unis. Qui plus est, la situation ne fait qu'empirer en raison des feux de forêt qui sévissent dans la plupart des régions des États-Unis. Tout le monde dans la pièce est trop occupé et n'a pas le temps de faire du café ou de racheter du sucre. À son retour au travail, Joe reçoit un appel d'urgence d'une femme nommée Emily. Au téléphone, on peut entendre Emily pleurer tout en parlant de façon incohérente. Joe, se sentant étrange, prévoit de raccrocher le téléphone, mais soudain, une voix d'homme se fait entendre. Joe réalise alors qu'Emily lui donne en réalité un code indiquant qu'elle a été kidnappée afin que le ravisseur ne s'en doute pas. Emily fait semblant d'appeler Joe par le prénom de son fils. Rapidement, Joe dit à Emily de répondre lentement à sa question. Après avoir communiqué entre eux à l'aide d'un code, Joe réussit à découvrir les caractéristiques de la voiture du ravisseur, un minibus blanc. Tout en surveillant la position d'Emily à l'aide du signal GPS de son téléphone portable, Joe appelle immédiatement les secours. Le kidnappeur se méfie et tente de saisir le téléphone portable d'Emily. Au milieu de la panique, Joe dit à Emily de rester calme et de le rappeler plus tard quand elle en aura l'occasion. À la fin de l'appel, Joe demande à la patrouille de police la plus proche de chez Emily de fermer la route d'accès et de vérifier tous les minibus blancs qui passent à proximité. Mais malheureusement, le policier refuse parce qu'il est occupé à faire face à l'incendie. Lui et d'autres policiers en patrouille tentent d'évacuer la ville, il est donc impossible de fermer la route juste pour sauver une vie. Il demande ensuite à Joe de trouver le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture du ravisseur afin de permettre à la police de la retrouver plus facilement. En entendant cela, Joe est contrarié, mais peu importe à quel point Joe plaide, la police lui dit quand même de trouver d'abord le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture du ravisseur. Joe trouve ensuite l'adresse ainsi que le numéro de téléphone personnel d'Emily à partir des données de la police. Lorsqu'il appelle, Abby, la fille d'Emily âgée de 5 ans, décroche. Effrayé, Abby raconte à Joe que son père, Henry, est venu à la maison avec un couteau et a forcé sa mère à monter dans la voiture, laissant Abby seule avec son frère cadet, Oliver. Abby dit également qu'Oliver dort maintenant dans la salle de bain. En entendant l'histoire d'Abby, Joe cherche immédiatement des informations sur Henry dans les données de la police. Il trouve toutes les coordonnées de Henry, à commencer par l'adresse, le numéro d'immatriculation de la voiture et le casier judiciaire de Henry qui a fait quelques séjours en prison. En voyant ces données, Joe est sûr que le mari d'Emily est le ravisseur et qu'Emily est victime de violences domestiques. Craignant de déranger les autres opérateurs, Joe décide de changer de pièce. Il essaie ensuite de demander à ses supérieurs du poste de police d'aider Emily. Mais son patron se met en colère et lui dit de se concentrer davantage sur la résolution de son propre cas que d'aider les autres. Lors du procès de Joe qui se tiendra le lendemain, ses supérieurs ont demandé à tous les membres de la police de Los Angeles de contribuer à la présentation de faux témoignages afin que Joe puisse échapper à la justice et préserver la réputation de la police. Il ordonne également à Joe de purger sa peine en tant qu'opérateur des services d'urgence et de suivre les procédures à la lettre et ajoute qu'il est inutile de trop s'impliquer dans les problèmes des autres. Une fois sa peine terminée, Joe pourra rapidement redevenir agent de police sur le terrain. En entendant les paroles de son patron, Joe reste silencieux. Très vite, les souvenirs de son affaire datant d'il y a quelques mois refont surface. Joe appelle ensuite sa femme. Lors de cet appel, Joe rappelle à sa femme de venir à l'heure, conformément à l'horaire du procès du lendemain, pour aider à faire un faux témoignage. La femme de Joe ne veut pas vraiment être impliquée dans cette affaire, mais sa femme a de la peine pour lui chaque jour car Joe ne cesse de demander de l'aide. Elle lui promet alors qu'elle se présentera au tribunal le lendemain. Joe se sent un peu soulagé et revient à son poste pour attendre l'appel d'Emily. Peu lui importe ce que son patron lui interdit. En tant que policier, Joe ne peut pas ignorer les personnes qui ont besoin de son aide. Il est toujours déterminé à trouver un moyen d'aider Emily à tout prix. Peu de temps après, Abby rappelle Joe et lui dit que la police vient d'arriver. Joe demande ensuite à Abby de donner son téléphone à la police. Les policiers semblent soudain paniquer lorsqu'ils aperçoivent les mains de la petite fille couvertes de sang même si elle n'a pas été blessée du tout. En entendant cela, Joe panique et lorsqu'Abby est examinée, les policiers sur place redoublent d'effroi. Les agents trouvent le corps rigide d'Oliver étendu dans la salle de bain. Son corps entier est couvert de sang et son estomac a été ouvert. La conversation téléphonique s'interrompt soudainement. Joe est sûr que Henry est celui qui a causé les blessures d'Oliver. Tout en retenant sa colère, Joe compose le numéro d'Henry. Lors de l'appel, Joe se fait passer pour un policier et déclare qu'il sait déjà tout ce qu'Henry a fait à sa femme et ses enfants. Henry, qui se sent acculé, ne peut rien dire. Il n'arrête pas de pleurer de peur.
Joe en a assez. Avec émotion, Joe déclare qu'une peine de prison ne serait pas assez pour punir un tueur impitoyable comme Henry. Joe jure que s'il l'attrape plus tard, il le fera exécuter. Après avoir prononcé cette phrase, Henry raccroche. Joe demande alors de l'aide à son partenaire de police, Rick. À l'autre bout du fil, Joe entend des rires. Il se rend compte que Rick doit être dans un bar en train de boire. Joe rappelle à Rick de ne pas trop boire et de se préparer à témoigner devant le tribunal le lendemain. Tout comme la femme de Joe plus tôt, Rick a en fait peur que ses mensonges ne soient révélés. Mais si Joe n'était pas son ami, il ne voudrait pas faire de faux témoignages devant le juge. Joe réconforte Rick en disant que tout ira bien. Il lui promet qu'une fois l'affaire terminée, il ne causerait plus de problèmes. Lorsque Rick se calme, Joe lui parle alors d'Emily, puis demande à Rick de se rendre dans l'appartement d'Henry pour chercher des indices sur l'endroit où Emily a été kidnappée. Alors que Rick est en route, Emily rappelle soudainement Joe. Il lui demande comment elle va. Emily répond qu'elle est assise sur le siège avant de la voiture à côté de Henry. Joe lui demande alors quelle est la vitesse de la voiture. Emily, qui ne connaît pas les voitures, ne peut répondre que la voiture roule si vite que ça lui fait peur. Au milieu de la conversation, la voix d'Henry est furieuse alors qu'il essaye d'arracher le téléphone portable des mains d'Emily. En entendant l'agitation, Joe demande si Henry porte une ceinture de sécurité en ce moment. Emily lui répond que non. Après avoir pris la mesure de la situation dans la voiture, Joe ordonne à Emily de mettre immédiatement sa ceinture de sécurité et de freiner le plus fort possible. La conversation téléphonique s'interrompt et Joe ne peut qu'espérer qu'Emily lui donnera bientôt des nouvelles. En attendant, il appelle la patrouille de police pour vérifier l'emplacement du dernier point de GPS sur le téléphone portable d'Emily. Quelques minutes s'écoulent avant qu'Emily appelle enfin de nouveau. Elle informe Joe que son plan a échoué. Lorsqu'elle s'est échappée plus tôt, Henry a réussi à la rattraper et elle est maintenant enfermée à l'arrière de la voiture. Joe calme également Emily en disant qu'il a un deuxième plan. Il lui demande d'identifier tous les objets autour d'elle. Après avoir cherché, Emily trouve une brique. Joe dit ensuite à Emily de se tenir prête quand la voiture s'arrêtera plus tard et que Henry ouvrira la porte arrière. Emily devra alors frapper Henry à la tête de toutes ses forces avec la brique puis s'enfuir aussi vite que possible. Petit à petit, Emily arrête de pleurer. Elle a l'impression que parler à Joe l'a aidé à calmer son agitation. Emily lui raconte alors qu'elle ne sait pas pourquoi Henry est en colère car elle essayait juste de faire sortir le serpent du ventre d'Oliver, son deuxième enfant. Joe commence à être confus. Il demande à Emily de tout lui raconter avec le plus de détails possible. Emily explique alors qu'Oliver a pleuré toute la journée sans s'arrêter comme s'il avait mal au ventre. Peinée de voir son fils souffrir, Emily a décidé de lui ouvrir le ventre et Oliver a immédiatement cessé de pleurer. Emily était soulagée de voir que son fils ne souffrait plus. En entendant toute cette histoire, Joe garde le silence. Il s'avère que ses soupçons étaient erronés. Soudain, Joe entend le bruit de la porte arrière du véhicule là où est retenue Emily s'ouvrir. Comme prévu, Emily frappe Henry à la tête avec la brique. La conversation téléphonique s'interrompt de nouveau. Peu de temps après, Rick appelle et dit à Joe qu'il a trouvé un indice. Après avoir fouillé la maison de Henry, Rick a trouvé une facture d'un hôpital psychiatrique au nom de la femme d'Henry, Emily. Joe est complètement sous le choc. Tremblant, il essaie d'appeler Henry. Quand on décroche le téléphone, Joe entend Henry pleurer de douleur parce que sa tête est couverte de sang à cause de l'impact de la brique. Henry raconte qu'Emily s'est enfuie de loin. Henry dit ensuite la vérité à Joe. Son objectif était de ramener Emily à l'hôpital psychiatrique même s'il sait qu'elle le refusera parce qu'Henry n'a pas d'argent et que ses factures précédentes n'ont pas été payées. Henry est toujours déterminé à s'y rendre pour protéger ses enfants. D'un autre côté, même s'il est divorcé, il aime toujours Emily. Henry craint que si la police découvre les agissements d'Emily, il sera arrêté. Après la fin de l'appel, Joe a le sentiment que tout est de sa faute. Si seulement il n'avait pas aidé Emily à s'échapper et s'il ne s'était pas immiscé dans les affaires domestiques d'autres personnes, cet événement ne se serait pas produit. Peu de temps après, Emily le rappelle de nouveau et lui dit qu'elle se trouve sur un pont routier. Alors qu'elle répond aux questions de Joe les unes après les autres, Emily panique soudainement quand elle voit tout le sang sur ses mains. Elle se rappelle alors de ce qu'elle a fait à son propre fils. Elle n'arrête pas de pleurer, regrettant ses actes, tout en répétant à plusieurs reprises qu'elle ne mérite plus de vivre dans ce monde. Même si elle s'est calmée, Emily pleure toujours de façon hystérique. Elle dit alors qu'elle veut sauter du pont pour retrouver Oliver au paradis. Le cœur de Joe se brise et il lui dit que quelles que soient les erreurs passées d'Emily, elle mérite toujours de vivre. S'il y a vraiment quelqu'un qui ne mérite pas de vivre dans ce monde, c'est Joe lui-même. Il sait exactement ce que ressent Emily, car il a également tué des gens. En pleurant, Joe raconte tous ses péchés, dont celui qui l'a obligé à purger sa peine. Il y a quelques mois, alors qu'il était encore officier de police sur le terrain, Joe a raté un tir et a accident tué un jeune homme innocent dans la rue. Il indique également qu'il assistera demain au premier procès pour son affaire de meurtre. Joe explique qu'Emily et lui sont pareils, leurs péchés sont les mêmes, leurs regrets sont les mêmes, mais Emily doit se rappeler qu'Abby et Henry sont toujours encourageants. Toutes les paroles de Joe viennent calmer le cœur d'Emily.
Cependant, lorsqu'une sirène se fait entendre, Joe comprend que la voiture de police est arrivée sur place. Emily panique de nouveau, puis dit qu'elle veut toujours rejoindre Oliver au paradis. La conversation téléphonique s'interrompt et Joe se sent très triste et continue à essayer d'appeler Emily encore et encore, même si le numéro n'est plus actif, jusqu'à ce que le téléphone de Joe reçoive enfin une réponse. Malheureusement, ce n'est pas Emily qui répond au téléphone, mais la police. Les agents l'informent qu'ils ont réussi à sauver Emily avant qu'elle ne saute. En apprenant la nouvelle, Joe fond en larmes, soulagé. Quelques minutes plus tard, son patron vient lui annoncer que le deuxième enfant d'Emily, Oliver, a été sauvé et qu'il est actuellement soigné à l'hôpital. Joe ne peut que rester silencieux et soulagé et va ensuite s'isoler dans les toilettes. À la suite de cet incident, Joe se rend compte que le cas d'Emily est le reflet de lui-même. Il peut facilement conseiller les autres alors qu'il essaie lui-même d'enterrer ses propres péchés et de fuir ses responsabilités. Au fond de lui, Joe décide d'oser affronter la réalité même s'il doit être emprisonné, renvoyé et ternir la réputation de la police. Joe refuse de fuir à nouveau. Il contacte alors les témoins un par un au tribunal le lendemain et leur demande de témoigner honnêtement. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!